Bonjour à tous, merci de nous retrouver toujours plus nombreux pour les webinaires de French Morning Media Group. J'espère que vous passez un bon lundi, un bon début des fêtes. Aujourd'hui, on va voir comment on calcule la retraite franco-américaine. On a trois experts qui vont aborder les thèmes suivants. La règle de calcul des retraites françaises et américaines, les réformes des retraites en France, quels sont les impacts sur une carrière internationale. On va voir la fiscalité des retraites et intérêts de la Convention de sécurité sociale, les stratégies patrimoniales de retraite aux États-Unis. Les trois experts, donc par ordre d'apparition, Philippe Plantadi, qui est en charge du développement sur les continents américains et européens de Nouvelle Vie Retraite, qui sera notre premier intervenant. Nouvelle Vie Bonjour. Retraite est un cabinet privé qui accompagne ses clients dans la connaissance et la perception de leurs droits de retraite en France et à l'étranger. Ensuite, on aura Jean-Philippe Sora de Massa Consulting, un groupe, un habitué, expert comptable français, CPA aux États-Unis et au Canada. Jean-Philippe, il accompagne des entreprises et des particuliers dans leur vie et comptable entre la France et les États-Unis. Et donc, il est aujourd'hui la référence fiscale du groupe. Le dernier, last but not least, Alexandre Quentin, aussi un Mhm. habitué des webinaires de French Morning, associé et directeur des investissements chez USA France Financial. Il accompagne à peu près 1500 familles dans leur gestion de patrimoine transatlantique et bien sûr de leur retraite aux États-Unis. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Philippe Plantadi qui va démarrer la présentation et moi je reviendrai à la fin pour poser des questions à nos trois experts. N'hésitez pas, vous pouvez envoyer un maximum de questions dans la section juste en bas, Q&A si vous êtes sur Zoom, Q&A en français. Et si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez aussi poser vos questions. On y répond en direct à la fin. Philippe, c'est parti. Merci Romain, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des retraites de sécurité sociale en France et aux États-Unis et puis de l'impact d'une carrière internationale. Donc, juste pour démarrer, histoire de bien caler le débat, donc la retraite, ça va représenter pour vous plusieurs dizaines d'années de revenus. On a une espérance de vie à 62 ans, entre 25 et 30 ans. Donc, des droits qui vont s'éteindre à votre décès et qui seront potentiellement reversés, tout du moins en partie, à votre conjoint si vous êtes marié le jour de votre décès. En tant que citoyen résident aux États-Unis, lors de votre retraite, si vous le souhaitez et si vous remplissez certaines conditions, vous aurez la possibilité d'avoir une couverture maladie en France et donc de pouvoir partager votre temps de résidence entre les deux pays, d'avoir une assurance maladie dans les deux pays. Donc autant de comment dire, autant d'intérêt à effectivement bien anticiper et bien préparer votre situation personnelle. Alors, les retraites françaises. Donc, on a en France deux régimes de retraite qui sont obligatoires, un régime de base, un régime complémentaire. Chaque catégorie socio-professionnelle ayant son propre régime de retraite, on se retrouve en France avec 42 régimes de retraite bien distincts, un pour les fonctionnaires, un pour les salariés du privé, et puis une multitude d'autres pour les artisans, les commerçants, les professions libérales réglementées, les entreprises d'État. Chaque régime de retraite a un premier niveau de protection, le régime de base, qui va valider les trimestres et verser une retraite auquel on vient ajouter un régime complémentaire, un régime en points qui versera également une pension. Pour le calcul pour l'ouverture des droits de ces retraites, quand le législateur réforme la retraite en France, vous avez entendu parler des réformes, il réforme le régime de base, les régimes complémentaires devant, à travers des règlements intérieurs, s'aligner dans les semaines ou les mois qui suivent le vote de la réforme pour que les régimes de retraite base et complémentaires soient alignés. L'âge d'ouverture des droits était fixé à 62 ans. Dans le cadre de la réforme 2023, il a été décalé progressivement à 64 ans pour toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961. On a un âge du taux plein garanti à 67 ans qui était le même avant la réforme de la retraite en 2023. On a la possibilité d'anticiper la perception des retraites françaises à partir de 58 ans, sous réserve de remplir deux conditions cumulatives, une condition de durée de carrière totale et une condition de validation de trimestre avant quatre bornes d'âge d'années civiles, 16, 18, 20 ou 21 ans.
La réforme 2023 donc a décalé l'âge de départ en retraite, mais a également augmenté plus rapidement le nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein avant l'âge de 67 ans. Donc on passe de 169 à 172 trimestres pour les générations 62 à 68, donc plus progressivement. Le retraite complémentaire Agir Carco est la plus grosse partie des retraites complémentaires artisans, commerçants, professions libérales sont des régimes en points. Pour chaque retraite complémentaire, on va totaliser un nombre de points et servir une pension par assuré. Au niveau des règles de calcul, pour les retraites de base, on va tenir compte des salaires que vous avez eus en France, des revenus que vous avez eus en France. Vos revenus à l'étranger ne vont pas rentrer en ligne de compte dans le calcul de vos pensions françaises. C'est uniquement les salaires français, les revenus français, que ce si c'est des revenus de travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales ou autres. Et ensuite, on va tenir compte également d'une durée d'assurance que vous avez pu acquérir à travers vos cotisations en France. Donc, ce sont les deux notions les plus importantes. Une autre notion, c'est le taux. On parle d'une retraite versée à taux plein ou à taux minoré. Le taux, il est défini si vous remplissez une condition de durée de carrière en fonction de votre année de naissance. À titre d'exemple, le montant d'une retraite maximum pour un travailleur salarié, quelqu'un qui a fait toute sa carrière en France en tant que salarié, qui a cotisé les 25 dernières années au plafond de la sécurité sociale, est de 21 244 euros bruts par an. Pour les retraites complémentaires, donc j'ai expliqué, on totalise le nombre de points que vous avez acquis par vos cotisations pour chaque retraite complémentaire. On le multiplie par une valeur de service. Vous avez le montant ainsi de votre retraite complémentaire brute annuelle à taux plein. Si vous acceptez une retraite à taux minoré avant l'âge de 67 ans, vous aurez un coefficient minorant qui vous sera appliqué parce que les retraites complémentaires s'alignent également sur les retraites, les décisions du régime de base de vous octroyer une retraite à taux plein ou à taux minoré. Donc cette notion est importante. Vous devez effectivement, dans la préparation de votre situation personnelle, allez à la chasse au trimestre. Vous avez des sites français qui s'appellent l'assurance retraite, Info Retraite, et qui vont vous permettre d'avoir une vision exhaustive le plus souvent. Il y a parfois des périodes manquantes, mais on a une vision assez exhaustive de votre situation. Et en consolidant votre carrière, vous allez pouvoir déterminer le curseur quand ce sera pour vous la date optimale pour percevoir vos retraites françaises. Donc la réforme 2023 a procédé donc à deux modifications. La première, c'est l'augmentation le décalage pardon des âges de départ en retraite. On voit sur la première colonne, âge d'ouverture des droits, on est pour les trois premières lignes avant le 31 août 1961, on décale absolument pas, on est toujours à 62 ans. Et depuis le 1er septembre 1961, on décale progressivement de 62 ans et 3 mois à 64 ans pour toutes les générations 1968. Dans la colonne bleue, trimestres à requis avant la réforme, ce sont les trimestres qu'on devait justifier avant l'application de la réforme 2023. Et on voit que après la réforme, on a augmenté beaucoup plus vite le passage à 172 trimestres. On était à 172 trimestres pour les générations qui arrivaient bien au-delà de 1968. Et là, dès la génération 1965, on va devoir justifier de 172 trimestres pour avoir ses droits acquis en France à taux plein avant l'âge de 67 ans. Donc effectivement, en fonction de votre année de naissance, vous allez voir l'âge de départ en retraite, le premier âge où vous allez pouvoir percevoir vos droits en France. Et si vous voulez les percevoir à taux plein avant 67 ans, vous devrez effectivement justifier entre 166 et 172 trimestres. Pour la retraite américaine, on a des notions qui sont assez similaires de la France. Pour calculer la retraite américaine, on va prendre les 35 meilleures années d'activité que vous avez aux États-Unis. En France, c'est les 25. Et les âges de départ en retraite sont à peu près similaires. Le full retirement age, qui est l'âge du taux plein aux États-Unis, le versement sans décote est à 67 ans, passe progressivement de 66 à 67 ans. Toutes les personnes nées à partir de 1960 perçoivent et leur retraite américaine à taux plein sans décote à partir de 67 ans. Si on anticipe à partir de 62 ans, on a une minoration, un coefficient d'anticipation entre 25 et 30%, 25% pour 48 mois d'anticipation. Par contre, si on décale entre 67 et 70 ans, on a une surcote,
un coefficient bonificateur de ce 8% par an au prorata du nombre de mois. Pour percevoir une retraite américaine, il faut justifier de 40 crédits, 40 trimestres, mais cette durée est consolidable avec les périodes d'activité en France. Si vous avez moins de 6 crédits, moins d'un an et demi d'activité aux États-Unis, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la convention et vous ne percevrez pas de retraite de la Social Security Administration. En France, on cotise maximum sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Aux États-Unis, vous avez également une assiette maximum de cotisation qui est de 168 600 dollars en 2024. Si vous avez des revenus supérieurs à ce montant de revenus bruts, vous ne cotisez pas dessus et les revenus ne sont pas également pris en compte au-delà de cette assiette maximum pour calculer le montant de votre pension américaine. Une retraite maximale aux États-Unis est de 45 864 dollars pour une personne qui a cotisé les 35 dernières années au plafond maximal de cotisation américain. Donc, effectivement, c'est un rapport qui doit être donné par rapport aux revenus américains et au taux de cotisation aux États-Unis. Un mécanisme américain spécifique qui vise les personnes qui perçoivent une retraite autre que la Social Security américaine ou une pension d'un État étranger, c'est la diminution de la retraite américaine avec l'application du Windfall Elimination Provision. C'est une diminution de votre retraite américaine de l'ordre de 7 000 dollars par an en 2024 si vous percevez une pension d'un régime étranger. Alors, 7 000, c'est le montant maximum, ça dépendra du montant de la retraite étrangère que vous avez. Mais vous pouvez y échapper à ce windfall avec deux éléments. La première, si vous avez plus de 30 années de cotisation aux États-Unis avec chaque année le substantial earning atteint, ou si vous avez appliqué dans le cadre d'une convention de sécurité sociale, ce qui est le cas avec la France, c'est-à-dire que si on se sert de la convention de sécurité sociale France-États-Unis pour vous servir en retraite, à ce moment-là, vous n'aurez pas l'application du windfall. Donc, vous avez effectivement cette convention qui vient optimiser et vous protéger pour optimiser les droits que vous avez pu acquérir côté France ou côté États-Unis. L'impact d'une expatriation, donc on le voit parce qu'on a une carrière qui est morcelée entre deux pays. Les trimestres qui vont être pris en compte côté France pour calculer votre durée de carrière, bah, tous les trimestres validés en France, que vous ayez été salarié, indépendant, fonctionnaire, en détachement, si vous avez cotisé volontairement dans les régimes français pendant une période à l'étranger, tout ça sera pris en compte, mais également les trimestres cotisés dans un pays ayant signé une convention de sécurité sociale avec la France. Alors, l'application des conventions n'est pas instinctive parce qu'il y a une quarantaine de conventions qui ont été signées, mais on ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions. Sur cette diapositive, on a quatre cas de figure. Quatre personnes nées en 68 qui doivent justifier de 172 trimestres à 64 ans pour avoir leur retraite française à taux plein. Claude a fait 100 trimestres en France, 72 trimestres aux États-Unis. On va bien prendre en compte les trimestres des deux pays pour calculer sa durée de carrière. Donc, il percevra ses droits dès 64 ans sans minoration. Le cas de Anne, qui a fait 100 trimestres en France, 66 aux États-Unis, 6 en Suisse. On a bien une convention avec les États-Unis, mais également une convention avec la Suisse. Mais on ne peut pas se prévaloir de deux conventions. Dans ce cas-là, on va appliquer une minoration à Anne calculée sur les 6 trimestres manquants. Le troisième cas est un cas exceptionnel, une convention avec les États-Unis et une convention avec le Brésil pour une personne qui a travaillé France, États-Unis, Brésil. Dans ce cas de figure, dans la mesure où la convention brésilienne prévoit la prise en compte d'un État tiers, on va pouvoir additionner les trois pays. Et donc, Michel percevra une retraite française calculée sur l'ensemble des périodes d'activité sans minoration. Et enfin, Nathalie qui a fait 100 trimestres en France, 50 aux États-Unis, 22 en Chine. Il n'y a pas de convention avec la Chine et donc on applique d'office une minoration maximale à Nathalie parce qu'elle a plus de 20 trimestres manquants. Donc en fonction de la carrière que vous avez eue, passée ou peut-être future, si jamais vous deviez quitter les États-Unis, préoccupez-vous de savoir si le pays dans lequel vous allez aller, si c'est un autre pays que la France, s'il y a une convention ou pas et s'il y a possibilité de cumul ou pas, de manière à ce que vous puissiez optimiser et organiser au mieux votre patrimoine de retraite pour bénéficier du maximum de revenus pour vivre votre retraite le plus sereinement possible.
Sur cette diapositive, on vous rappelle les avantages de la Convention franco-américaine de sécurité sociale. Jean-Philippe vous parlera des conventions fiscales. Moi, je vous parle de la convention de sécurité sociale. La totalisation aux côtés États-Unis pour atteindre les 40 crédits, les 40 trimestres si vous avez moins de 10 ans d'activité aux États-Unis. La totalisation des périodes entre la France et les États-Unis pour atteindre le taux plein en France avant 67 ans. Et enfin, grâce à la totalisation côté France, côté Amérique, ou les deux, une protection pour l'application du windfall, ce mécanisme qui vise à diminuer votre retraite américaine. Le calcul de la retraite, on vous le détaille sur cette diapositive rapidement. On calcule exclusivement la retraite en France sur les 140 trimestres de cette personne qui est née en 73 et qui doit justifier de 172 trimestres. Donc, en additionnant les périodes françaises et américaines, on a bien 172 trimestres. Donc, il va toucher le taux maximum de 50%. On va lui calculer un salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années d'activité en France. Il en a 35, on extrait les 25 meilleurs. L'opération finale pour le régime de base, le SAM, le salaire annuel moyen sur 25 ans, multiplié par 50%, multiplié par 140 et divisé par les 172 trimestres requis pour avoir ses retraites à taux plein. Donc c'est important d'optimiser votre carrière en allant à la chasse au trimestre côté France, côté Amérique, de manière à ce que vous puissiez bénéficier de l'optimisation de vos droits. Les questions, alors on va faire rapide. Calcul des trimestres pour le calcul de mes retraites. On a vu que c'est les trimestres américains qui vont servir au calcul de votre trimestre, de votre retraite américaine, et les trimestres français qui vont servir au calcul de votre trimestre américain. Est-ce que j'ai intérêt à racheter des trimestres? Alors, on peut racheter des trimestres en France, ça n'existe pas aux États-Unis, mais le mécanisme de rachat est un mécanisme onéreux. Donc, il faut effectivement faire un calcul de rentabilité avant de se lancer dans un rachat de trimestre, parce que si vous avez une décote après un rachat, vous allez avoir effectivement un retour sur investissement qui ne sera pas au rendez-vous, et donc vous aurez investi une somme significative. Un rachat de trimestre, c'est entre 4 000 et 6 000 euros le trimestre. Donc, si vous en rachetez 12, quel est le montant maximum de rachat, vous allez effectivement investir de l'argent à fond perdu. Donc, c'est quelque chose qui est pas toujours intéressant. Est-ce que je pourrais percevoir mes retraites et continuer à travailler? Oui. Vous pouvez très bien percevoir vos retraites françaises, percevoir vos pensions bases et complémentaires françaises à taux plein ou à taux minoré et continuer votre activité aux États-Unis, excepté peut-être pour certaines situations comme les retraites de la fonction publique. Quelle sera la date optimale de liquidation de mes droits? Vous avez vu qu'entre 58 et 67 ans en France, on peut percevoir ses retraites. Aux États-Unis, entre 62 et 70 ans. Donc, il faut effectivement qu'à faire une simulation individuelle côté retraite française, côté retraite américaine, pour déterminer la date optimale de perception de vos droits en fonction de votre situation individuelle, de votre parcours et surtout en fonction des options de fin de carrière et des options de vie que vous avez envie de mettre en place pour bénéficier d'une meilleure retraite possible. La protection maladie est un élément important dans votre planification financière. La retraite, c'est le moment où on vieillit, donc on est là aussi pour se préoccuper de sa santé et le coût de la santé étant exponentiel, notamment aux États-Unis, il est important d'avoir peut-être un plan B. Vous pouvez avoir une protection maladie en France, une assurance maladie en France auprès de l'assurance de la sécurité sociale en remplissant une condition de durée de 60 trimestres. Donc, si vous avez plus de 60 trimestres de validé dans les régimes français, vous pourrez, tout en gardant votre résidence principale, vous faire soigner en France lors de vos prochains séjours temporaires. Vous pourrez bénéficier de vos retraites même si vous résidez à l'étranger. Alors, on a repris sur cette diapositive quelques préceptes. L'affiliation à la CFE qui permet de vous protéger, de protéger votre conjoint. L'éligibilité des retraites, n'oubliez pas on peut les anticiper en termes de cumul de trimestres. Les rachats de trimestres doivent être absolument anticipés et les faire avant la retraite et ne s'appliquent pas à toutes les situations. Les retraites françaises et étrangères et américaines peuvent être demandées en même temps, être dissociées et vous pouvez en faire un cumul intégral. Si jamais vous avez travaillé ou vous partez travailler des États-Unis dans un autre pays que la France,
préoccupez-vous de savoir quelles sont les conventions qui peuvent être appliquées et comment ça va se passer pour votre situation individuelle. Pour faire simple, je vous présente le cabinet. Nouvelle Vie est un cabinet individuel qui va vous accompagner dans la connaissance et la perception de vos droits de retraite. C'est notre seule expertise. Donc, nous sommes en capacité de vous donner de la visibilité ou de prendre en charge l'ensemble des démarches administratives pour que vous puissiez percevoir vos retraites dans les meilleures conditions possibles. L'ensemble de nos salariés de l'entreprise, nous sommes plus de 30 collaborateurs aujourd'hui, travaillent sur les dossiers de nos clients. Tous nos dossiers sont gérés en interne. Il n'y a aucune situation qui est externalisée. Et donc, nous pourrons effectivement vous accompagner au mieux de votre intérêt pour que vous puissiez optimiser vos droits de vos retraites, sachant que depuis 2011, nous sommes certifiés ISO 9001. Vous avez sur cette diapositive mes coordonnées. Si vous souhaitez discuter de votre situation, le premier rendez-vous est gratuit sans engagement. Donc, n'hésitez pas à me solliciter à travers un email à l'adresse donc philippe.plantady@nouvellevue.com. Nous conviendrons d'un rendez-vous téléphonique, Zoom ou Teams, et nous prendrons le temps de discuter de votre situation. Voilà, j'ai été un petit peu rapide, mais il faut laisser la place à mes deux confrères, Jean-Philippe et Alexandre, à qui maintenant je laisse la place pour parler de fiscalité et de gestion financière. Exactement. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez surtout pas. De toute façon, Philippe sera là à la fin et tous les experts seront là à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà, Jean-Philippe, j'en profite si tu veux peut-être partager aussi ton écran. Et puis, Parfait, j'y vais. on est, Hop, on va pouvoir enchaîner. tac, et puis full screen, on y va. Magnifique. Super. Donc, merci Philippe. Philippe qui a parlé des conventions de sécurité sociale entre la France, les US, voire d'autres pays. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de fiscalité. Parce que la France, en plus de la convention de sécurité sociale, a conclu avec les USA une convention fiscale qui permet d'éviter les doubles impositions. Et dans le cadre de la retraite, on va parler pour les revenus de retraite, côté français de la retraite publique et des retraites complémentaires obligatoires, et côté américain de la Social Security et des plans retraite tels que 401k, CEP et autres plans retraite qui existent. On ne confond pas, attention, souvent on va considérer comme de la retraite et qui n'en est pas. Par exemple, les placements en France qui seraient des assurances vie, puisqu'une assurance vie, effectivement, côté français, on va mettre de l'argent pour prévoir sa retraite, mais ça n'est pas, d'un point de vue fiscal et au sens de la Convention, considéré comme une retraite. Il en va de même pour tout ce qui va être PEE, PEA, tous les livrets que vous pouvez avoir, ce ne sont pas des plans retraite couverts par la Convention fiscale dans son article 18. Juste petite parenthèse pour tous ces actifs-là que vous détenez en France, si vous êtes résident fisco-américain, n'oubliez surtout pas de les déclarer. C'est une première chose, on a une obligation de compliance, hein, on déclare l'ensemble de ces actifs financiers mondiaux quand on est résident fisco-américain et aussi les revenus qui en découlent. Chaque actif a un traitement fiscal qui va lui être spécifique. D'accord, donc on a fait tout un tas de webinaires avec French Morning sur le sujet. Je vous laisse les regarder pour ne pas enfin, prendre plus de temps à Alexandre sur sa présentation. Donc maintenant que nous sommes calés sur ce qu'est un revenu de retraite, qu'en est-il? Eh bien, les choses sont assez simples. Si vous êtes je vais prendre quatre cas de figure. D'accord, vous êtes résident fiscal US, donc vous habitez aux États-Unis, ou vous êtes green card ou citoyen américain, que va-t-il se passer de votre retraite française lorsque vous allez la percevoir? Eh bien, c'est assez simple. La convention fiscale prévoit que vous n'êtes imposé que dans le pays dans lequel vous avez cotisé. L'autre pays n'a pas le droit de vous imposer. Donc, dans la mise en œuvre, vous faites votre déclaration américaine, vous avez perçu votre retraite française. Côté donc vous allez payer vos impôts en France sur cette retraite française et côté américain, on déclare il n'y a pas d'impôt à payer. Et par contre,
on vient bien effectivement la déclarer, on vient demander l'application de la convention fiscale via un formulaire qui s'appelle le 8833, donc important de l'intégrer. Et votre retraite US, elle sera traitée comme du revenu ordinaire, taxable donc aux États-Unis. Maintenant, prenons le cas d'une personne qui était en visa temporaire, donc L, E ou autre type de visa, qui a cotisé sur des plans américains, donc Social Security, mais aussi peut-être un 401k. La personne rentre en France, elle devient résidente fiscale française, elle n'a plus de lien avec les États-Unis, à part cette retraite-là. Qu'est-ce qu'il va se passer? Côté américain, très simple, vous aurez un taux fixe d'imposition qui sera à 30%. D'accord? Vous payez vos impôts aux États-Unis. Et côté français, on vient déclarer cette retraite. D'accord? Elle rentre en compte dans le calcul de votre base imposable. Des impôts français sont calculés sur cette retraite, mais la France vous donne un crédit d'impôt, non pas équivalent aux impôts américains que vous aurez payés, mais équivalent aux impôts français qui ont été calculés, ce qui revient à annuler l'imposition française. Le downside de tout ça est que vous augmentez votre base imposable, donc vous paierez peut-être un peu plus d'impôts sur l'ensemble de vos autres revenus, et votre retraite américaine ne sera pas imposée. Maintenant, si vous êtes américain ou green card, et que vous êtes en France. Donc, on a la situation de cette personne qui a cotisé aux États-Unis, qui rentre en France, qui est américaine ou qui est green card. Vous le savez, en étant américain ou green card, vous devez continuer à déclarer aux États-Unis pendant toute votre vie si vous êtes américain ou américaine, ou pendant le temps de détention de votre green card si vous êtes green card. Et bien là, votre retraite US sera imposée aux États-Unis à votre taux ordinaire. Ok, on n'a plus de taux fixe d'imposition. Et votre retraite française sera imposable en France. Côté américain, on la déclare, pas d'impôt. Côté français, on n'aura pas d'impôt sur la retraite américaine. D'accord? Toujours par ce même mécanisme de crédit d'impôt correspondant aux impôts français calculés. Et vous serez imposé sur votre retraite française de manière classique. Un point qui est important parce que Philippe l'a soulevé tout à l'heure, la CFE. Si vous êtes aux États-Unis et que vous cotisez à la CFE et vous n'êtes pas green card ou américain, américaine, à ce moment-là, vous pourrez déduire vos cotisations CFE de l'ensemble de vos revenus. Le jour où vous obtenez votre green card ou que vous prenez la nationalité, eh bien, vous ne pourrez plus la déduire de vos revenus. Donc, je suis allé très vite, mais vous avez l'essentiel de la fiscalisation des retraites. Et si vous avez des... Donc, je passe tout ce qui est revenu, autre type de revenus, hein, revenus fonciers, choses comme ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre rendez-vous. Vous avez un lien direct vers mon calendrier. euh, il me fera plaisir de vous répondre. Merci, Jean-Philippe. Donc là, à l'écran, vous avez le QR code pour prendre rendez-vous directement avec Jean-Philippe Sora. Donc, n'hésitez surtout pas. Euh, on a Alexandre aussi qui est avec nous, qui va partager son écran et qui va nous parler des retraites et de comment bien préparer sa retraite côté États-Unis. Alexandre, tu nous entends? Ouais, absolument. Bon, C'est bah, tu m'entends? parti. Ouais, parfaitement. Ah, et j'ai mon Zoom qui ne fonctionne pas, donc je vais rebooter. Je vais te redonner la parole, répondre à certaines questions. Je reboot et je reviens dans un instant. Ok, à tout de suite. À tout de suite. On va prendre les questions par ordre d'apparition. Philippe, est-ce que tu veux qu'on réponde à quelques questions en attendant? Oui, oui, bah, j'étais dessus déjà, donc Ah, ok, parfait. Donc, tu veux que je les prenne? t'étais en train de répondre à laquelle? J'étais en train de répondre à je sais plus. Alors, attends. On va Ok. prendre le premier. Ernesto qui demande, j'ai 9 ans de travail au Brésil, est-ce que ce temps compte dans la durée en France? Alors oui, il y a une convention Ernesto entre la France et le Brésil. Donc on peut effectivement cumuler votre durée d'activité entre le Brésil et la France et également avec les États-Unis grâce à la convention tripartite brésilienne. Parfait. Après, on a Jean-Michel qui nous dit, y a-t-il un impact au niveau des conventions si le troisième pays lors d'une carrière est membre de l'UE, donc de l'Europe?
De l'Europe. Alors, en Europe, on a un accord multi-pays, pardon, excusez-moi, qui vise à prendre en compte tous les pays de la zone euro qui sont signataires de l'accord. Si vous avez France, UK, Suisse et États-Unis, on pourra pas additionner les pays d'Europe et les États-Unis. Par contre, si vous faites France, UK, Suisse, Allemagne, Belgique, on pourra tenir compte de l'ensemble des pays de la zone européenne. Donc voilà, il y a une absence de cumul de conventions. On ne peut pas cumuler l'accord européen plus une convention signée avec un pays hors Europe. On a un auditeur anonyme qui nous demande comment fonctionne le cumul France-Nations Unies. Comme si vous aviez France-États-Unis, à l'exception près, c'est que si, il faut avoir plus de 10 ans de cotisation dans une organisation internationale. En général, en dessous de 10 ans, les cotisations que vous versez au fonds de pension de l'organisation vous sont remboursées et à ce moment-là, vous n'avez pas de reconnaissance de la durée d'activité. Mais au-delà de 10 ans, vous êtes éligible à une pension et à ce titre, les durées seront reconnues dans votre carrière. Nicolas qui nous demande, du coup, si on travaille aux US, doit-on cotiser à la retraite française, c'est-à-dire la CFE, ou les trimestres cotisés aux US seront pris en compte tout simplement? Alors, si votre carrière elle est exclusivement franco-américaine, c'est pas indispensable de cotiser à la CFE parce que les trimestres américains seront reconnus dans votre carrière par la France. Vous pouvez y avoir un intérêt si vous voulez avoir une assurance maladie, si vous avez moins des 60 trimestres, s'il est vraiment des situations ponctuelles et particulières, mais c'est effectivement grâce à la Convention, vous avez les trimestres américains qui seront reconnus. Alors, on a Martine qui nous demande, elle nous explique sa situation personnelle et elle nous dit combien ça coûte de faire un bilan chez Nouvelle Vie. Alors, un bilan, c'est calculé en fonction du temps de travail que l'on va passer sur votre situation. Donc, en fonction de la situation, en fonction du nombre de pays que vous avez eus et en fonction des attentes, des scénarios futurs, un bilan coûte entre 2 et 3 500 euros selon la complexité du dossier. Parfait. Est-ce que, Alexandre, tu veux remettre ton partage d'écran? Ouais, c'est parfait. Merci. Vous en faites pas, on reprendra les questions à la fin. Et je pense qu'on est bon. On est parfait, merci. Super, merci beaucoup. Alors, on va aborder évidemment le calcul donc de la retraite franco-américaine, mais avec cette vision de la stratégie patrimoniale en tant que Français ici aux États-Unis. Qu'est-ce qui est à notre disposition pour être dans la meilleure situation possible? Alors, au sein du SA France, on est une équipe de maintenant de 20 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leur pratique financière. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela que nous restons pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on a cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Donc pour nous, hein, on va aborder aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur la planification patrimoniale, les problématiques de cette position patrimoniale, les options à notre disposition en étant français ici aux États-Unis, et de pouvoir répondre à cette question, bah, quelle est la stratégie potentiellement la plus optimale pour générer un maximum de revenus et de garantir notre style de vie pour le reste de notre vie. Alors commençons déjà par la stratégie patrimoniale dite à la française. Donc, essayez de me suivre. Généralement, on va essayer d'accumuler un maximum de richesses, que ce soit à travers des comptes de retraite, avoir du cash, de l'immobilier, du financier, de monter sa propre entreprise. On va avoir une valeur patrimoniale et un jour, on va vouloir prendre notre retraite qui, en d'autres mots, signifie simplement qu'on a la liberté d'esprit et également la liberté financière de pouvoir se lever le matin et de faire ce que l'on souhaite. Et cela, il faut que le patrimoine puisse prendre le relais. Et donc, on va accumuler du patrimoine, vivre des revenus de ce patrimoine et faire cela pour le reste de notre vie. Et ce qui restera, bah, sera donné à la génération future. Et ben, cette stratégie-là, c'est la meilleure stratégie à mettre en place quand nous sommes en France. Et quand on est français et qu'on s'exporte à l'étranger, on va généralement garder le même système de pensée. Or, cette stratégie patrimoniale française, si l'objectif est de garder le style de vie,
Ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on part à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que cette stratégie dite à la française est quasiment vaine pour pouvoir garder le style de vie. Je ne vais pas faire l'ensemble des 20, mais je vais traiter en exergue les 5 majeurs. Premièrement, c'est la longévité. Le fait de pouvoir avoir une très longue vie à la retraite va être pas une problématique en soi, mais une problématique patrimoniale parce qu'on va devoir potentiellement planifier pour une très longue période de temps et une période de temps indéfinie. Et à ce titre, cela va être simplement un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Deuxièmement, c'est l'inflation. On la sent aujourd'hui. Il va falloir que notre patrimoine et nos revenus puissent faire face à l'inflation. Troisièmement, c'est la taxation. On est dans un bas historique au niveau de la fiscalité sur les revenus au taux marginal ici aux États-Unis. On est à 37%, on était à 39,6% il y a 5 ans, on était à 70% dans les années 70, 93% dans les années 80. Si on revient à une fiscalité, on va dire, médiane, ou simplement on s'attend potentiellement à payer plus d'impôts plus tard, puisqu'on a quand même une dette galopante au niveau des États-Unis, et bien à ce titre, notre net sera impacté négativement. Et puis, deuxièmement, c'est le risque, dernièrement, c'est le risque en lui-même de la stratégie patrimoniale. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'ordre des rendements, ou en anglais, ce qu'on appelle le sequence of return. Ça signifie simplement que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, c'est la zone de 10 ans, la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. Parce qu'on peut être le ou la meilleure gestionnaire de notre patrimoine pendant 30 ans. S'il y avait un crash du marché financier et immobilier dans cette période-là, et que nous avons justement une forte chute de notre valeur patrimoniale dans cette période, cela aura beaucoup plus d'impact que s'il y avait un crash à l'âge de 92 ans, par exemple. Et donc la question à se poser, c'est comment puis-je dès maintenant, quel que soit notre âge, où nous sommes au niveau de notre stratégie patrimoniale, pouvoir déjà réduire l'impact de l'ordre des rendements. Et on va y répondre aujourd'hui. Et enfin, c'est le risque en lui-même. Par exemple, générer du 5% en ce moment, il n'y a quasiment aucun problème. On peut générer encore à l'heure actuelle du 4,7% en money market fund, 100% liquide et garanti. Aucun problème. Mais si on doit générer du 6, 7, 8% de rendement chaque année pour le reste de notre vie, sans aucune année négative, là, ça commence à être un défi, à être un challenge. Et ces 5 risques, la longévité, l'inflation, la taxation, l'environnement et le risque en lui-même, sont les 5 risques majeurs. Et je ne prends pas encore en considération les autres 15 risques, tels que l'augmentation des coûts de la santé, les problématiques de sélénité, les problématiques de transfert d'argent international, et ainsi de suite, qui va mettre d'autant plus de pression sur notre capacité à pouvoir garder notre style de vie pour le reste de notre vie. L'opportunité que nous avons, c'est d'être ici aux États-Unis et de pouvoir avoir la possibilité de positionner son patrimoine de la manière la plus optimale possible pour que le jour où on part à la retraite, nous soyons en position de force. Et l'impact que ça va pouvoir avoir, c'est qu'on va pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Essayons de voir comment le faire. Voici 2 stratégies complémentaires à la stratégie classique à la française. La stratégie classique à la française, en anglais, c'est ce qu'on appelle une stratégie de probability based. Mais elle n'est pas suffisante. Elle doit être couplée par une stratégie de bucketing. Elle doit être couplée par une stratégie de flooring. Ce n'est pas une des trois, ce n'est pas deux des trois, ce sont les trois qu'il faut absolument mettre en place pour pouvoir être dans la situation la plus optimale possible. 2 des 3 serait l'optimal. Donc il s'agit de pouvoir comprendre ces 3 stratégies et de les implémenter de manière optimale. Premièrement, une stratégie de flooring. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est la compréhension que dans notre vie, nous avons 2 types de dépenses. Le premier type, c'est les dépenses dites de base. On en a besoin, que ce soit pour se loger, pour se vêtir, euh, pour se nourrir, et ainsi de suite. Et à ce titre, nous avons tous un chiffre sur lequel nous sommes confortables. Si par exemple, nous savons que nous dépensons 5 000 $ par mois, il faut absolument que ces 5 000 $ par mois puissent rentrer pour qu'on ait la capacité de se sentir au moins avec nos dépenses de base. Mais au-delà, on souhaite peut-être avoir des dépenses un peu plus discrétionnaires, d'aller au restaurant, voyager, peut-être à la retraite, d'aller rendre visite aux enfants, aux petits-enfants, et ainsi de suite. Et donc, il s'agit de pouvoir mettre en place des revenus garantis pour le reste de notre vie pour qu'ils puissent combler au minimum les dépenses de base. On va voir ensemble qu'il y a 5 solutions pour avoir des revenus garantis. Et si l'ensemble de ces 5 solutions fait qu'on a ce montant-là qui nous est très personnel, qui puisse rentrer de manière garantie pour le reste de notre vie, on va déjà pouvoir souffler. On va pouvoir déjà avoir cette tranquillité d'esprit. Et le reste de nos finances, on va pouvoir entrer dans une stratégie de bucketing. Et une stratégie de bucketing, c'est la compréhension que à la retraite, ce n'est pas simplement une seule phase, la retraite. C'est pas on a une phase d'accumulation et puis on a une phase de retraite. Généralement, si tout se passe bien, on va passer par 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle les go-go years.
C'est là où on a la santé, la mobilité. Euh, on va pouvoir en profiter. On a les enfants, les petits-enfants, on va voyager. On va probablement, dans ces go-go years, pouvoir dépenser pas mal d'argent. Et je touche du bois. J'espère que vos go-go years puissent durer le plus longtemps possible. Ça veut dire que votre santé va pouvoir suivre également. Puisque malheureusement, petit à petit, on va commencer par une phase qu'on appelle les slow go years. On va commencer à en perdre en mobilité, en motricité, peut-être se replonger dans les livres, dans Netflix, et potentiellement dépenser un petit peu moins d'argent. Et enfin, c'est la dernière phase de notre vie, ce qu'on appelle les no-go years. Les pépins de santé vont se développer. On va commencer à être alité. On va peut-être avoir des besoins d'un point de vue successorial. On va peut-être laisser voilà, la volonté de laisser quelque chose derrière nous. Et donc, les besoins d'argent vont augmenter également en fin de vie. Et donc, en termes de dépenses, c'est comme s'il y avait une courbe du sourire en termes de dépenses. On va dépenser d'abord pas mal d'argent, puis de nouveau un petit peu moins, et puis à nouveau beaucoup d'argent pour l'aspect santé et puis les besoins successoraux. Et donc, l'idée stratégique, c'est de pouvoir dédier certaines classes d'actifs, certains montants d'argent que nous avons mis de côté, à certaines phases de notre vie. Et en le faisant de manière optimale, on va pouvoir libérer des liquidités et notamment pouvoir focaliser une partie de notre patrimoine sur les premières années, les gogos logos, sur lesquels on en a tant besoin. Et on va voir qu'on va pouvoir être beaucoup plus granulaire, être en position de force et de pouvoir avoir d'autant plus d'argent qu'on va pouvoir dépenser dans les années les plus importantes de notre retraite, qui sont les go-go years. Et ce que je vous souhaite. On va voir exactement comment on va pouvoir faire ça. Premièrement, en termes de flooring, nous avons 5 sources pour pouvoir le faire. Nous avons la sécurité sociale française, la sécurité sociale américaine, les complémentaires de retraite, Agir Carco, etc. On l'a vu avec Philippe. Les Defined Benefit Plans, si on a la chance encore d'avoir une compagnie qui a des pensions pour nous, qui sera payée pour nous à la retraite, qui sont des plans privés. Et enfin, ce qu'on appelle des annuities, qui nous permettent de pouvoir avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie. Ce se fait de manière personnelle. On peut mettre en place des contrats d'annuité. Faisons un point sur ces annuities. Donc, il existe 2 types d'annuities, mais je vais me focaliser aujourd'hui sur les annuities qui permettent de générer du revenu pour le reste de notre vie. Alors, je vais vous donner un exemple assez simple où l'idée, c'est de déposer un montant. Alors, je vais prendre quelqu'un, par exemple, qui a 60 ans et qui a de l'argent dans un 401(k) et qui maintenant, à 60 ans, par exemple, part de l'entreprise ou dans la plupart des 401(k), à partir de 59 ans et demi, vous avez possibilité de sortir l'argent. Vous avez possibilité de sortir l'argent, mais vous pouvez continuer à être employé. Vous avez sorti l'argent et vous continuez à mettre le match pour récupérer le match de l'employeur, etc. Vous pouvez continuer, mais vous pouvez potentiellement sortir ce montant-là. Et le fait de le sortir, on ne va pas le sortir et le mettre en cash, on va le sortir et le mettre dans un IRA, un Individual Retirement Account. Vous gardez les avantages fiscaux et le déferrement fiscal. Mais cette fois-ci, vous allez le mettre dans un IRA et au sein de l'IRA, vous allez potentiellement y déposer n'importe quel instrument. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur un contrat d'annuité qui va générer du revenu. Je vais vous montrer des chiffres qui existent, qui sont réels. Et voilà comment ça fonctionne. Alors, je vais essayer de prendre un chiffre rond. Je vais prendre 100 000 dollars. Enfin, très simple. On avait 100 000 dollars dans un 401(k). Maintenant, on transfère dans un IRA et on dépose un income annuity à l'intérieur. Et on dépose 100 000 dollars et on a 60 ans. Et on veut prendre des revenus pour plus tard. Donc, je vais prendre un exemple d'instrument qui existe réellement. Donc, si on met 100 000 dollars, on va avoir un montant. Donc, on a ces 100 000 dollars qui vont continuer à être investis, mais en parallèle, on aura un montant qui sera calculé selon la formule que je vais vous donner, qui va servir de base minimale pour calculer vos revenus garantis à vie. Et voilà comment ça va s'orchestrer. Dès que vous déposez ces 100 000 dollars, ou n'importe quel montant, on va vous augmenter cette valeur de 30%, tout de suite. Et chaque année que vous allez être confortable d'attendre, on va vous créditer 8% compounded, donc 8% sur la valeur des 30% de la valeur de 100 000. Donc là, on serait à 130 000 plus 8% de 130 000, puis encore une année supplémentaire, 8%, et on peut déférer jusqu'à 10 années. Plus on attend, et plus ça va avoir une valeur qui va augmenter à hauteur de 8%, sans frais, compounded. Donc 8% qui a déjà gagné 8, qui a gagné 30, et ainsi de suite. Et à un moment donné, par exemple à l'âge de 65 ans, ça va nous donner un montant. Et basé sur ce montant-là, ils vont nous donner en revenu garanti à vie un montant qui est proche des 5% de revenus garantis à vie. Et donc pour quelqu'un qui a déposé 100 000 dollars à 65 ans, va pouvoir avoir des revenus autour des 8 800 dollars par an pour le reste de notre vie. Si vous avez déposé 1 million de dollars, vous aurez 88 000 dollars de revenus pour le reste de votre vie, en attendant 5 ans.
Évidemment, plus vous déférez, plus ce montant, si vous attendez un an supplémentaire, ça sera peut-être 9002, 9004, etc. Plus vous attendez, plus ce montant va compounder. Mais ça va nous permettre, donc, avec un montant défini, d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie, à des taux en ce moment qui sont extrêmement élevés. Hein, si on attend 5 ans, on a quasiment du 8,8% de rendement annuel en ayant attendu 5 ans pour le reste de notre vie, et c'est garanti, on ne prend plus de risque de marché. On a déféré cela à une compagnie d'assurance, et nous avons maintenant des revenus garantis élevés pour le reste de notre vie. Donc ça peut être évidemment quelque chose à regarder, en tout cas, pour voir si c'est quelque chose qui a du sens pour que les actifs qui sont qualified, parce que de toute manière, des comptes de retraite, on ne peut pas sortir un énorme montant d'un coup pour pouvoir réduire l'impact fiscal sur le long terme. Donc, on va utiliser ce type d'instrument. Et enfin, je vais conclure par une stratégie dite à l'américaine optimale et qui va prendre en considération à la fois la stratégie à la française, probability based, mais je vais rajouter les stratégies de bucketing et flooring et vous montrer l'impact que ça peut avoir de pouvoir mettre en place une telle stratégie. Alors, la stratégie classique à la française, on a accumulé un certain patrimoine, je vais assumer qu'on a accumulé 1 million de dollars et qu'on prenne la retraite à 65 ans. Peu importe, ça peut être 60 ans, 70. Il faut que j'assume un âge à laquelle on prend la retraite et j'y prends un montant mais qui équivaut à 100% du patrimoine et qui lui serait diversifié en immobilier, en argent sur les marchés. On a peut-être un 401k, on a du cash, on a des départs dans un business, etc. On vaut un certain montant de patrimoine et on souhaite maintenant que ce patrimoine puisse prendre le relais et nous générer un revenu pour le reste de notre vie. À cause des risques de retraite, dont notamment la longévité, l'inflation, la taxation et le risque en lui-même, ça va être très compliqué de garder le style de vie. On l'a vu ensemble. Et dans cette stratégie à la française, si j'assume par exemple 5% de rendement et 20% d'impôt, ça veut dire du 4% net. Ça veut dire que pour chaque million de dollars de côté, je génère 40 000 dollars de revenus et je fais ça pour le reste de ma vie. Si j'ai 5 millions, c'est 200 000. Si j'ai 10 millions, c'est 400 000 et ainsi de suite. Et ça, c'est la stratégie classique donc à la française, et on a vu que ça allait être très compliqué de garder le style de vie. Donc voici l'alternative que nous avons à disposition. Au lieu d'avoir 1 million de dollars, l'idée c'est d'avoir que 800 000 dollars et d'avoir 200 000 dollars ici. Donc j'ai toujours 1 million de dollars, mais je vais de manière visuelle mettre indépendamment des autres actifs cet actif-là, parce que celui-ci va avoir des caractéristiques complètement différentes. Celui-ci, on peut le trouver ici aux États-Unis, et ce qui est intéressant, c'est que il est ici accessible aux États-Unis, mais il va garder tous les avantages financiers, fiscaux et légaux en cas de retour en France ou partout ailleurs dans le monde. C'est une opportunité de pouvoir rentrer dans cet instrument-là et qui puisse avoir un impact à la fois en phase d'accumulation, mais également là, on va le voir en phase de retraite et en phase successorale. Et cet instrument-là a trois caractéristiques majeures. Un, il va nous permettre de faire face à l'inflation. Deux, il est garanti d'augmenter. Et trois, il est tax-free. Il va garder sa fiscalité, ses avantages fiscaux, puisque dès qu'on dépose 1 dollar dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité derrière. À la fois l'augmentation de l'instrument, l'utilisation du cash, et on verra également qu'en plus d'une épargne, il constitue également d'une assurance décès. Donc, il y a à la fois cette cash value, et également il est couplé d'une assurance décès. On a cette cash value ici, c'est l'épargne, et en plus de cela, il y a une assurance décès. C'est le même instrument qui détient à la fois une épargne et une assurance décès. Cet instrument, c'est ce qu'on appelle une cash value life insurance. C'est un instrument d'assurance vie américain qui nous permet de pouvoir mettre de l'épargne de côté et qui est garanti d'augmenter, qui va nous permettre de faire face à l'inflation et qui est défiscalisé. Dès qu'on met 1 dollar dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité derrière. Et si j'avais 200 000 dollars d'épargne, j'aurais également attaché à cet instrument à peu près 500 000 dollars d'assurance décès en cas de décès. Parce que si j'avais un décès à l'âge de 65 ans, je toucherais mes 800 000 dollars plus les 500 000 dollars d'assurance décès. L'épargne, elle, est disponible durant mon vivant. Et bien, stratégiquement parlant, entre 65 et 85 ans, je vais stratégiquement ne pas toucher à cette épargne, je vais le laisser grandir. Donc, doucement mais sûrement, ces 200 000 dollars vont se transformer en 550 000 dollars, toujours tax-free d'accès. Et en cas de décès, je laisse 750 000 dollars tax-free au lieu de 1 million de dollars taxables. Donc, comme j'ai assez d'argent pour tranquillement finir mes vieux jours derrière, qui m'attendent, et que je puisse laisser de l'argent derrière moi avec un effet de levier défiscalisé qui serait quasiment équivalent que 1 million de dollars taxables, eh ben, j'ai assuré ma fin de vie ici. J'ai assuré mes slow go no go. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai assuré mon futur. J'ai stratégiquement mis de l'argent de côté, 20% de mon patrimoine. Je n'ai pas mis 60%. J'ai mis 20% de côté. Et ces 20% vont me permettre de pouvoir avoir la liberté d'esprit et la liberté stratégique de pouvoir avoir un montant d'argent défini de mes actifs ici sur un nombre d'années défini, cette fois-ci,
sur lesquels je vais pouvoir dépenser la majorité de mon capital et mes intérêts. Et ça va changer complètement la donne. Parce que d'avoir un montant d'argent, 100% de patrimoine, où on vit que des intérêts, comparé à se dire je vais mettre 20% de côté, mais maintenant j'ai 80% sur lequel j'ai la possibilité de dépasser le capital et les intérêts, sur un nombre d'années défini au lieu de pouvoir planifier sur un nombre d'années indéfini, ça va complètement changer la donne. Faisons les maths rapidement ensemble et on passera à vos questions. La possibilité de dépenser le capital et les intérêts, j'ai 800 000 dollars de mon capital que je vais dépenser sur 20 ans. Ben, 800 000 divisé par 20, ça veut dire 40 000 dollars de capital chaque année que je vais prendre. Et j'ai assumé que ce capital me générait du 4% net. 4% de 800 000 dollars la première année, ça fait 32 000 dollars d'intérêt. Donc ça veut dire que j'ai 72 000 dollars de revenus comparé à 40 000. Sur 20 ans, ça fait une augmentation de 40 à 60% de mes revenus de retraite. Et ben j'ai 40 à 60% d'augmentation de mes revenus de retraite dans la zone la plus importante de notre retraite. C'est les 20 premières années. C'est pas 85 ans, il faut se dire, ah, si j'avais su, j'aurais pu en profiter un peu plus avec les enfants, avec les petits-enfants, etc. Vous avez l'opportunité d'avoir une augmentation de votre style de vie de 40 à 60% parce que vous vous êtes organisé de manière optimale. Vous avez réduit au maximum les risques. Et on va le voir justement dans cette transition. On va réduire l'impact fiscal et on va réduire les risques. Déjà, dans la stratégie numéro 1, entre 50 000 dollars et 40 000 dollars, j'aurais payé 10 000 dollars d'impôts pour le reste de ma vie. Dans la stratégie numéro 2, j'ai que 800 000 dollars qui est taxable et à risque. Donc la première année, j'ai que 8 000 dollars à payer. Après 10 ans, j'ai plus que 4 000. Et après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer. Je me trouve avec un actif complètement défiscalisé. Bah, tout simplement, moins j'ai d'actifs qui me génèrent du revenu, bah, moins j'ai d'impôts sur le revenu, donc moins je paye d'impôts. Peu importe où j'habite et peu importe où mes actifs sont situés. Et ainsi, faisons les maths, sur 20 ans, j'aurais généré, donc j'aurais dû à payer 20 fois 10 000, j'aurais payé 200 000 dollars d'impôts. Alors que la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, ça me fait que 80 000. J'ai réduit de 60% l'impact fiscal. Et si je suis encore en vie à 85 ans, je continue à payer 10 000, alors que l'autre, j'ai plus jamais un dollar à sortir, parce que je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Donc j'ai simplement annihilé petit à petit la taxation internationale. Et enfin, le risque en lui-même. Déjà, j'ai que eu 80% à risque comparé à 100%. Donc en termes d'ordre des rendements, je suis moins risqué. Et mes actifs, mes plus risqués, c'est ceux que je vais dépenser en premier pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée. Donc qu'est-ce que j'ai pu accomplir aussi? J'ai réduit le risque de ma stratégie patrimoniale. Donc qu'est-ce que j'ai pu accomplir avec cette stratégie de bucketing? J'ai généré plus de revenus, j'ai payé moins d'impôts, j'ai pris moins de risques et j'ai assuré ma succession. Et enfin, je vais conclure sur la stratégie de flooring qui va finir cela. Donc, si vous avez par exemple des comptes de retraite, etc., on va assumer 20% aussi. Au lieu d'avoir 600 000 dollars, j'ai également 200 000 dollars ici, qui sont par exemple dans les comptes de retraite, que maintenant je vais pouvoir transformer grâce à mes income annuities à des revenus garantis. Donc, j'ai 200 000 dollars, je vais assumer que je génère à peu près 15 000 dollars de revenus garantis, plus la sécurité sociale française américaine, disons 35 000. Donc, j'aurai à peu près ici, dans mon exemple, 50 000 dollars de revenus garantis à vie par an. Et donc, si je suis confortable à avoir 4 000 dollars par mois pour le reste de ma vie, pour mes dépenses de base uniquement, pour me loger, me vêtir et autres, et je suis confortable, ça c'est le montant qui me correspond. Si pour vous, par exemple, vous avez votre montant, c'est 150 000 et que vous avez 150 000 dollars qui rentrent de manière complètement garantie, ça c'est réglé. C'est le paycheck. Vous avez votre paycheck qui rentre pour le reste de votre vie. Et le reste de vos finances ici, c'est 600 000 dollars. C'est votre paycheck. C'est votre fun money. Que vous avez l'opportunité maintenant de dépenser en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. Pourquoi? Parce que vous aurez, à l'issue d'avoir dépensé un maximum ces liquidités pour augmenter un maximum votre style de vie, vous vous réveillerez à nouveau avec 550 000 dollars tax-free pour tranquillement finir vos vieux jours, au-delà des 50 000 dollars par an qui continueront à grandir, pour pouvoir faire face aux prêts de long-term care et puis laisser derrière vous, avec effet de levier, de l'argent défiscalisé à la génération future. Et c'est ainsi qu'on peut générer une stratégie où on va générer beaucoup plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Donc, je vous, euh, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est vraiment l'ensemble de ces trois stratégies à considérer. Si c'est nouveau pour vous ou que vous n'êtes pas sûr à 100%, que vous soyez exactement la stratégie la plus optimale, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse faire un point ensemble au minima et de pouvoir vous accompagner pour que vous soyez, vous et votre famille, en position de force, quoi qu'il arrive. J'ai testé un. On peut prendre rendez-vous à partir du mois de janvier avec Alexandre. Donc, n'hésitez surtout pas à scanner pour prendre rendez-vous le QR code qui s'affiche à l'écran tout de suite. Euh, voilà.
Je pense que si jamais il faut remettre un QR code à l'écran, dites-le dans le Q&A. On pourra le refaire plus tard. Là, l'idée, c'est je vais couper les partages et comme ça, on va pouvoir échanger un maximum avec l'audience. Alors, on a pas mal de questions qui ont été répondues par nos experts par écrit. Merci pour ça. Euh, on a Michel qui nous dit je vis aux USA et je vais faire ma demande de retraite américaine en 2025. Comment dois-je faire ma demande de retraite française? Alors Michel, vous devez déposer votre demande de retraite française par un formulaire le 2490 auprès de la Social Security Administration, donc soit dans le bureau local où vous résidez, soit directement auprès de Baltimore. La SSA va envoyer votre demande en France et ensuite les organismes français reviendront vers vous. Parfait. Euh, Emmanuel nous dit je n'ai cotisé que 10 ans max en France, pareil aux US. Ai-je plutôt intérêt à ne pas prétendre à ma retraite française pour maximiser mes droits? Non, Emmanuel, vous, dans tous les cas de figure, vous aurez une retraite française calculée sur les 10 ans en France et vous aurez une retraite américaine calculée sur toutes les années aux États-Unis. Vous percevrez les deux cumulés si vous faites les choses correctement dans le cadre de la convention. Jean-Philippe, on a une question pour toi. D'un auditeur anonyme. Quelle est l'imposition en France quand on est résident de France avec des revenus aux États-Unis? Un, quand on est citoyen américain. Deux, quand on a la carte verte. Alors, la question est assez vaste parce que là, sur les revenus, on parle potentiellement de l'ensemble des revenus et pas uniquement la retraite. On peut avoir des revenus immobiliers, on peut avoir des revenus mobiliers, donc des capital gains, des intérêts, des dividendes. Ce qu'il va falloir déterminer, c'est quel pays aura la priorité d'imposition. Pourquoi? Parce que c'est la personne là qui écrit est résidente fiscale française, mais aussi américaine et green card, avec donc des obligations déclaratives aux États-Unis, et on aura des jeux de crédit d'impôt entre les deux pays. Ce qui est sûr, cependant, c'est que pour les revenus de retraite, comme je l'ai dit, tout ce qui va être de source américaine sera taxé aux États-Unis uniquement. En France, on déclare, on a des impôts qui sont calculés, mais un crédit d'impôt équivalent aux impôts français calculés, donc on annule 100% l'imposition française. Et aux États-Unis, on va déclarer la retraite française, mais qui ne sera taxable qu'en France. Parfait. Et je crois que par là, je Un, réponds à la question suivante, si je ne me trompe pas. un petit peu, ouais. Qui est d'un point de vue Euh, patrimonial, comment le fisc français traite-t-il les 401(k) et les SEP IRA? Eh bien voilà, je viens d'y répondre. Vous serez taxé aux États-Unis sur les revenus que vous en tirez. Et en France, on déclare ses revenus, des impôts sont calculés et on a droit à un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui ont été calculés pour annuler l'imposition française. Est-ce que ça répond aussi à la question suivante de Patrice? Je pense que c'est ça. Alors là, je ne sais pas si ça s'adresse à tout le monde, mais oui, je pense que ça répond aussi à la question de Patrice. Alors l'impact de la double nationalité, au niveau des retraites, il n'y a aucun impact. Donc le seul potentiel impact, c'est au niveau des fiscales peut-être, mais c'est tout. Parfait. Gabriella qui nous demande comment fonctionne le cumul France-USA pour les années de retraite. Tout Vous le allez sujet perce- d'aujourd'hui. ouais, vous allez percevoir une retraite des deux pays en fonction du nombre d'années cotisées dans chaque pays, avec une base des revenus de chaque pays. Vous allez les cumuler intégralement si vous appliquez correctement dans le cadre de la Convention de sécurité sociale. Ok. Est-ce qu'on veut parler des cas des Onusiens, qui sont des cas assez spéciaux? Bah, moi, ça me concerne pas. Ce monsieur m'a fait un email. Je lui ai répondu que j'étais pas compétent sur la fiscalité. C'est plus, je pense, je l'ai renvoyé vers Jean-Philippe parce que c'est plus une question sur la fiscalité. Donc, Ouais, Ok. les questions de fiscalité, effectivement, ONU, sont assez complexes. Là, la personne donc, que je ne connais pas demande où elle doit déclarer résidente fiscale parce qu'elle va passer son temps entre la France et les USA et elle demande si elle doit le faire au mieux de ses intérêts. Alors la réponse est attention,
La résidence fiscale ne se décide pas en fonction de vos intérêts, ce sont des questions de fait. La France et les États-Unis ont des critères qui sont différents mais assez similaires. Donc là, je vous invite à prendre rendez-vous parce que c'est un sujet qui est très vaste. On pourrait y passer une heure ou deux à en discuter, avoir beaucoup plus de détails sur votre situation personnelle. Alors Philippe, est-ce que tu prends aussi les Belges? Oui. Parfait. Donc on a Luc qui nous demande sur la sécurité sociale US-Belgium, Belgique, est-elle similaire à la convention USA-France? En d'autres mots, y a-t-il également une reconnaissance en Belgique d'une carrière aux US? Je ne suis pas expatrié, j'ai eu 2 années de carrière en Belgique et puis 25 ans aux États-Unis. Alors, il y a bien une convention entre la France et la Belgique, entre les États-Unis et la Belgique. Seulement, vous n'avez pas, il y a une notion de durée il n'y a pas de notion de durée de carrière en Belgique. Donc, il faut effectivement se rapprocher de l'organisme mypension.be pour avoir un état de sa carrière en Belgique. Voilà, donc vous allez pouvoir consolider votre carrière États-Unis-Belgique, mais vous ne pourrez pas faire France-Belgique plus États-Unis si Il vous y avez travaillé a... dans les trois pays. Parfait. Il y a Sam qui nous donne des informations complémentaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première question. Ok. Euh, Alors oui, un auditeur anonyme. Demandait combien de temps. Il n'y a pas de durée minimum pour percevoir une retraite en France. Si vous avez travaillé un trimestre, une année, vous allez percevoir une retraite calculée sur un an. Donc c'est effectivement, il y a pas de durée minimum. Ok, donc on a répondu à la question. Un auditeur anonyme, j'ai jamais cotisé en France, donc pas de retraite française. Qu'en est-il de l'accès au système de santé français? Alors si votre résidence principale est aux États-Unis, vous ne serez pas couvert en France. Si vous êtes résident en France, si votre résident fiscal est en France, vous serez couvert par le régime français à partir de 90 jours de présence sur le territoire français. Parfait. On a Joséphine qui a une question pour toi, Alexandre. Pour les jeunes qui souhaitent s'installer temporairement aux US, quelle stratégie est conseillée pour optimiser la retraite? Ben, ça dépend, avec Philippe. Je pense que si c'est vraiment très temporaire, continuer à contribuer à la CFE peut avoir beaucoup de sens. Notamment si on a une carrière internationale, de pouvoir avoir une centralisation de notre retraite avec la France peut avoir beaucoup de sens. Donc continuer à contribuer, en espérant que la compagnie puisse le faire pour nous également, hein. Beaucoup d'expats, la compagnie continue à contribuer à la CFE pour nous. Si on n'a pas beaucoup de visibilité, il n'est pas inintéressant de commencer à se contribuer sa propre retraite de manière capitalistique, hein. Ça veut dire qu'on met de l'argent de côté. On va trouver des solutions où, bah, tout d'abord, on va s'assurer que les problématiques on va dire, d'avoir 6 à 12 mois de dépenses de côté soient réglées. Et puis, on va commencer à trouver des solutions à moyen, long terme. Et puis, potentiellement, récupérer, si vous avez accès à un 401(k), si vous êtes en contrat local, essayez de contribuer au 401(k), même si vous êtes là de manière temporaire puisque généralement le match de l'employeur, lui, vous allez pouvoir bah, potentiellement le récupérer si c'est 100% vested. Donc imaginez que vous gagnez 100 000 dollars, il y a 3% de match, vous mettez 3 000 dollars, la compagnie met 3 000 dollars, vous avez maintenant 6 000 dollars à disposition. Même si, worst case scénario, vous partez des États-Unis, vous cassez le 401(k), donc quand on casse un 401(k), enfin, vous partez, c'est un ancien 401(k), vous le cassez et vous souhaitez récupérer les fonds, vous allez avoir 10% de pénalité et de l'impôt sur le revenu dessus. Bah, comme vous avez doublé votre argent sans risque en passant de 3 à 6, même s'il y a un peu de pénalité et de fiscalité, vous allez être gagnant de toute manière. Donc, contribuer déjà à votre 401(k) à hauteur du match de l'employeur, ça c'est une priorité. Faire ça par capitalisation également, et puis potentiellement la CFE si vous êtes vraiment à très court terme. On a un auditeur anonyme qui nous demande, Is cash value life insurance the same as variable universal life insurance, VUL insurance? Alors, c'est une bonne question, puisque en fait, le VUL, Variable Life Insurance, est un type de cash value life insurance. Et c'est vrai que dans le cadre de stratégies patrimoniales, de retraite notamment, on n'utiliserait pas ce Variable Universal Life. Ils sont assez onéreux. Le coût d'assurance augmente avec l'âge. Donc, c'est pas forcément un instrument qui va
fonctionner de manière optimale. C'est plus un instrument qu'on utiliserait pour pouvoir faire grandir de la valeur patrimoniale avec quelques avantages fiscaux et protéger la famille along the way. Mais c'est vrai que c'est un instrument qu'on utilise de manière très rare. On va potentiellement plus se positionner sur des WALI, Wealth Accumulation Life Insurance, de compagnies mutuelles d'assurance, qui permet d'avoir des coûts fixes garantis à vie et sur lesquels on va pouvoir tabler dessus et d'avoir une garantie que cet argent soit là sans avoir d'augmentation de coûts et une augmentation garantie de ces contrats et qui n'est pas liée au marché financier. Si on doit être lié au marché financier, on va le faire de manière externe, on va aller sur les marchés avec d'autres solutions ou d'autres types de comptes, que ce soit des comptes de retraite ou autres, pour réduire l'impact fiscal, mais on ne le mettrait pas à l'intérieur de comptes dits assurance vie américaine. Bon, je vais prendre encore deux, trois questions. Je sais que nos experts sont assez busy aujourd'hui, donc on va pas étendre trop. Normalement, on devait raccrocher à 13 heures. Euh, donc, une dernière question. Un auditeur anonyme, merci. Et en cas de décès, qu'en est-il du corpus restant? Donc en fait, imaginez que dans mon exemple, imaginons qu'il y ait 1,5 million d'assurance décès et qu'il y a 750 000 $ de cash value disponibles. Les 1,5 million sont nets de la cash value. C'est-à-dire qu'on est en vie à 750 000 $. En cas de décès, il y a 1,5 million. Donc c'est pas 1,5 million plus 750 000, c'est que les 750 000 sont inclus dans les 1,5 million de death benefit. Parfait. Je vais répondre à quatre questions d'un coup. Est-ce que ce webinaire est disponible en replay? Bien sûr qu'il l'est. Donc, je vous invite à aller sur frenchmorning.com. Je vais vous refaire une démo quand même très rapide. Boum. Donc, quand vous êtes sur French Morning, voilà, là, vous pouvez, vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez tout en bas, si mon ordi veut bien fonctionner, voilà. Et là, vous retrouvez tous les webinaires de French Morning, donc c'est tout en bas de la page d'accueil, hein. Donc, vous cliquez sur l'article et vous verrez que là, dans l'article, en fait, dès qu'on raccroche, on va intégrer la vidéo à cet endroit-là. Donc, vous pourrez facilement revoir le replay. Euh, Peut-être une dernière question. Allez, est-ce qu'il y a des différences d'imposition en France quand on a la carte verte versus le passeport américain? Est-ce que la convention s'applique aussi pour les cartes vertes? La convention s'applique effectivement pour les cartes vertes. Alors, en termes d'impôt sur le revenu, non, on n'a pas de différence. Par contre, en termes de succession, oui, on va avoir des différences. Des différences substantielles. Donc, voilà, mais en termes d'impôt sur le revenu, donc que vous soyez américain ou green card, ce sera la même chose. Parfait. Allez, une dernière question pour Alexandre. Est-ce que les retraits de la cash value life insurance sont tax-free aux US et en France? Merci. Alors, la réponse est oui. Il y a trois manières de pouvoir faire ces retraits. Il y en a deux qui sont défiscalisés peu importe où dans le monde. Il y en a un qui est défiscalisé aux États-Unis jusqu'au montant qu'on a mis dedans. Et l'autre, en France, on aurait de la fiscalité dessus. Donc, en fait, comme il y a trois manières de pouvoir faire des retraits, eh ben, on va utiliser les manières généralement où on ne paye pas d'impôts. Et donc, on ne paierait ni d'impôts en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde, by the way. Parfait. Allez, j'ai fermé le chat, donc on va essayer de répondre aux dernières sept questions rapidement. Vanessa qui nous dit, donc quoi qu'il arrive, cela signifie que je n'aurai pas droit à la couverture française, même si je suis né en France. Est-ce Alors que Vanessa, pour avoir la couverture maladie en France, il faut être résidente en France. Voilà, donc si vous n'êtes pas résidente en France, vous êtes comme tous les citoyens français qui sont comme Alexandre et Jean-Philippe. Et s'ils cotisent pas en France, ils sont pas assurés maladie en France. Voilà, il y a une notion de cotisation ou de résidence pour bénéficier d'une couverture maladie en France. ça répond à la question de Kat aussi, je pense, hein. Oui. Donc voilà. Elodie qui nous dit merci pour la présentation. Quel est l'intérêt de cotiser à la CFE? Dans mon cas, 30 ans de cotisation en France et cotisation aux US depuis quelques mois. Alors, Elodie, il faut voir si effectivement il y a un intérêt à la CFE, peut-être pour optimiser votre salaire annuel moyen si vous n'avez pas 25 ans au plafond, mais voilà, c'est pas indispensable, c'est juste à regarder au cordeau s'il y a un intérêt financier à le faire. Un auditeur anonyme, j'ai travaillé 20 ans aux US, 10 ans en France. Je pense prendre ma retraite en France, mais je n'ai pas les 60 trimestres pour le
SEC maladie en France, que faire? La sécurité maladie. Euh, Alors, spectateur anonyme, si votre résidence principale est en France, vous n'avez pas besoin des 60 trimestres. Vous serez assuré en France, même si vous n'avez pas les 60 trimestres. Les 60 trimestres, c'est uniquement si on réside aux États-Unis, si la résidence principale est aux États-Unis. Auditeur anonyme qui nous dit bonjour. Lorsque nous avons pris notre retraite, nous avons été soumis au web. Peut-on faire une réclamation à la Social Security de manière rétroactive? Non, c'est trop tard. À partir du moment où vous n'avez pas fait les choses comme il fallait pour échapper au web, malheureusement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Allez, une question qu'on aime. 4. Fiscalement, il vaut mieux payer aux US ou en France? On vous dérive la moitié de l'année en France. Difficile de répondre. En fait, je connais pas trop. Je pense que je j'arrive pas trop à comprendre la question. Euh, Parce que enfin, payer quoi? Les impôts? Faut être fiscalement résident où? Voilà la question. C'est une question qui est très vaste parce que c'est pas les US, on a aussi les États. Si vous habitez à New York City, vous allez payer des impôts sur le revenu de New York City, New York State et fédéraux. Si vous habitez en Floride, vous ne paierez que du fédéral. Donc c'est une question qui est excessivement vaste. Sans avoir plus de détails, là, vraiment difficile à répondre. Puis il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a le coût effectivement des impôts, mais il y a aussi les avantages sociaux qui peuvent découler derrière. On n'a pas les mêmes aux États-Unis qu'en France. Donc c'est tout un schéma à prendre en considération, je pense, plutôt qu'uniquement de la fiscalité en elle-même. Parfait. Bon, en tout cas, si vous voulez en discuter avec Jean-Philippe en one-to-one et lui échanger ben, du coup des informations supplémentaires sur où est-ce que vous êtes, vous pouvez prendre rendez-vous avec Jean-Philippe. J'ai mis le lien vers son calendrier dans le chat, donc n'hésitez surtout pas. Pour les gens qui nous regardent sur LinkedIn, j'ai aussi mis les contacts dans les commentaires de nos 3 intervenants d'aujourd'hui, donc vous pouvez y accéder facilement. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions de l'audience. Pour les derniers qui sont encore présents, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire de French Morning Media Group. À bientôt, bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez dans Merci. le monde Merci à aujourd'hui. Au tous. revoir. Bonne soirée. Merci. Au Ciao. revoir.